Votre prochain projet IA a statistiquement 9 chances sur 10 d'échouer. Pas parce que l'IA ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas les bonnes ressources, mais parce que vous allez répéter les mêmes erreurs que 90% des entreprises avant vous. La bonne nouvelle, ces erreurs sont parfaitement prévisibles et évitables. Je vais vous montrer comment être dans les 10% qui transforment réellement leurs entreprises avec l'IA. Plus important encore, je vais vous donner la grille de lecture pour savoir exactement quand dire oui, quand dire non, et comment structurer votre projet pour qu'il aboutisse. Cette approche, je l'ai testée sur plus de 50 projets en 8 ans, elle fonctionne. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est par où commencer un projet IA en 2025. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée récemment et que j'ai essayé de faire un condensé d'informations pour répondre à ça aujourd'hui en se mettant dans la peau de différentes personnes avec qui j'échange sur ces sujets le plus souvent. Ensuite, on va voir un peu tous les tips que j'ai pu glaner et toutes les informations qui me semblent pertinentes et importantes pour développer une bonne grille de lecture et pour éviter que, comme 90% des projets IA, ils finissent au cimetière. J'ai travaillé dans le déploiement de projets tech dans des boîtes, dans l'aéro, le bâtiment, la santé, le nautisme, le notariat, l'énergie, etc. Et au bout d'un moment, et à force de répétition, on commence à avoir les patterns qui se répètent et comment aborder n'importe quel projet d'innovation, puisqu'en fait, on se rend compte que c'est toujours les mêmes problématiques bien avant l'IA. En 2018, simplement 13% des projets d'innovation ont été déployés et on se retrouve aujourd'hui avec le même problème et pour à peu près les mêmes raisons. Avant de continuer, je dois vous poser une question un peu inconfortable. Savez-vous où vous en êtes vraiment avec l'IA ? Parce que la majorité des dirigeants que je rencontre me disent la même chose. On sait que c'est important, on a testé ChatGPT, mais par où commencer réellement maintenant ? Le problème, c'est que sans diagnostic précis, on navigue à l'aveugle, et naviguer à l'aveugle avec l'IA, ça coûte très cher. C'est pour ça que j'ai créé un diagnostic gratuit qui, en moins de 5 minutes, vous dit exactement où vous en êtes sur 4 dimensions critiques. Votre vision stratégique, votre contexte spécifique et unique, vos obstacles réels et vos besoins prioritaires. Le lien est dans la description, 15 questions, moins de 5 minutes, et vous avez les résultats tout de suite. Faites-le maintenant pendant que vous regardez cette vidéo, et ça vous donnera les étapes prioritaires à mettre en place pour vous débloquer. Maintenant, on peut repartir sur la vidéo. Alors, je vous propose qu'on prenne la problématique selon différents points de vue. Donc, tout ce que je vais vous dire là, ce que j'ai marqué, c'est des verbatim, c'est des choses que j'ai réellement entendues. Et donc, sur le côté d'un dirigeant, on a plusieurs positionnements. On a un positionnement qui est parfois plutôt défensif face à l'IA. Il faut absolument qu'on prenne le train de l'IA, on va se faire bouffer par la concurrence, tout le monde en fait mais pas nous. Un peu le côté FOMO, quoi, Fear of Missing Out, qui, je le comprends, c'est tout à fait normal. Mais en réalité, il faut savoir aujourd'hui que 78% des entreprises qui ont entrepris des démarches dans l'IA ne sont qu'au tout début de leur premier projet. Donc il faut aussi le relativiser et passer à côté de la hype et des choses qu'on voit sur LinkedIn où tout le monde vous dit qu'ils ont fait 1 milliard de projets mis en production. Il y a un positionnement qui est un peu plus offensif. Donc on sait que la techno elle a un gros potentiel de transformation. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va en faire ou pourquoi. Par contre, on fait passer un message aux équipes que c'est un super accélérateur, qu'il faut vraiment qu'on trouve comment l'utiliser, que voilà, on a tel problème, mais c'est très bien, on va mettre de l'IA et ça va marcher. Et souvent, on va penser que l'IA peut à peu près tout résoudre, ce qui malheureusement n'est pas le cas dans plein de sujets et qui va causer pas mal de déboires après. Et on a un positionnement qui est plutôt status quo, on va dire, donc on regarde le marché, on va voir ce qui se passe, on avisera un peu plus tard. On se rend compte aussi qu'on ne sait pas forcément comment arbitrer tous ces sujets autour de l'IA. Et il faut savoir qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont été refroidies, donc des plus grosses entreprises, ETI, grands groupes. Il y a eu une dynamique autour des années 2018, etc., qui poussait les entreprises en prévision de l'IA, de faire du big data, de mettre en place des data lakes, etc. Ça coûtait très cher, il y en a qui l'ont fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que les data lakes ne sont pas du tout adaptés pour faire de l'IA et notamment de l'IA générative. Et donc, ça a été des investissements qui ont été faits justement dans ce cadre un peu FOMO. Il faut absolument le faire avant, ça va faire un gros effet de levier après, mais qui en réalité, il se trouve que ce n'est pas forcément le cas. Donc on peut comprendre cette volonté d'attendre et de ne pas se mettre dans une position de early adopter et de regarder un petit peu comment le marché va se structurer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants manquent de grille de lecture pour savoir comment prendre des décisions sur les sujets de l'IA.
On va voir, c'est très lié aussi avec d'autres briques comme côté chef de projet ou aussi consultant. Et ce qui manque, c'est cette compréhension en fait de la maturité de la technologie, ce qu'elle est réellement capable de faire ou pas, pour savoir si on peut la mettre en œuvre ou pas, savoir si c'est suffisamment mature, où c'est qu'il faut mettre des ressources, avoir une vision de quel impact on peut réellement espérer avec l'IA, et aussi développer une vision un peu coût, effort, risque, pour savoir justement tel projet ou tel projet, si y a un intérêt de le mener à bien ou pas. Le dirigeant, lui, il va être garant des besoins de l'entreprise. Donc lui, il doit s'assurer ici qu'il va rassembler ces critères-là. Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement, donc la rentabilité du projet, et si possible assez rapidement? Quel va être l'impact des solutions qu'on va mettre en place? Est-ce que c'est aligné avec la stratégie court, moyen, long terme qu'on a pour l'entreprise? De manière facultative, est-ce que ça va me générer un gros effet de levier ou pas? Et enfin, est-ce que la solution va être adoptée? Donc le dirigeant, lui, il est garant en fait des besoins, on va dire, qui sont des besoins business. Là où on va voir que par exemple pour un chef de projet et un consultant, bien entendu s'assurer que le projet répond à ces critères et ces besoins-là, mais ils vont devoir s'assurer aussi de tout un autre pan de critères qui concerne l'adoption de la solution. Parce que si la solution n'est pas adoptée, ça peut être la meilleure solution du monde, ça ne servira à rien d'un côté business. Donc le dirigeant ici, il a deux choix. Soit il décide de développer lui-même ses compétences, et pourquoi pas, je sais qu'il y a des dirigeants qui sont très fans de l'IA, qui ont envie de comprendre, envie de s'y mettre et qui ont la possibilité de le faire, et tant mieux. Soit dans ces cas-là, ce qu'ils peuvent faire, sinon, c'est s'appuyer sur quelqu'un qui va développer ou avoir ces compétences-là. Et là, après, il y a un choix, c'est est-ce qu'on ramène cette ressource en interne parce qu'on estime qu'on va avoir un backlog de projets assez important et assez long, soit en fait on va chercher à l'extérieur, notamment par un consultant ou une agence ou peu importe, cette compétence-là pour permettre en fait aux dirigeants d'accélérer en fait sa compréhension et la grille de lecture autour des sujets de l'IA. Côté chef de projet et consultant, je vais plutôt me concentrer sur les chefs de projet, même si en soi, il y a pas mal de consultants qui sont concernés. Mais c'est vrai que pour pouvoir résoudre un problème, il faut déjà avoir conscience qu'on l'a. Donc, je ne vais pas forcément trop m'attarder sur la partie consultant. Soit il y en a qui le font très bien et la vidéo ne va pas apporter beaucoup plus. Soit ils ne sont pas forcément conscients qu'ils en ont besoin et auquel cas, ils ne vont pas le regarder non plus. Donc, par contre, sur les chefs de projet qu'on va avoir en interne, on va avoir des directions, des sponsors qui vont, parce qu'il faut faire de l'IA, soit qui vont nous donner carte blanche pour qu'on aille récupérer des cas d'usage et qu'on aille voir où c'est qu'on peut avoir de l'impact, soit qui sont vraiment hypés par la techno et qui vont vouloir qu'on en fasse absolument. Ce qui veut dire que des fois, on va se retrouver avec des chefs de projet qui vont dire on nous a donné la tâche de faire de l'IA sur un projet X ou même pas forcément de projet. Et on voit en fait une montagne devant nous et plein de questions qui se posent. Parce que bien évidemment, déjà, il y a toute la techno qu'il faut comprendre et qu'on ne sait pas exactement comment on peut l'appliquer. Est-ce que c'est mature ou pas? C'est quoi les limites? Mais il faut aussi essayer de faire rentrer dans ces cas-là des ronds dans des carrés. C'est-à-dire qu'on a une techno et puis il va falloir essayer de trouver des cas d'usage dans lesquels ça pourrait s'adapter. Ce qui n'est pas forcément une méthode que je recommande. Je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi. Ensuite, on a, quand un projet est bien défini et qu'on s'est dit qu'on allait faire de l'IA, là se pose la question de est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on ne me donne pas un objectif qui est infaisable? Et grosso modo, est-ce que je ne vais pas risquer ma place sur un projet qui était dès le début en fait un peu bancal, mais sur lequel si ça ne marche pas, on va venir me voir à moi pour me dire que ça va pas fonctionner. Ça malheureusement, ça arrive quand même assez souvent. Et ce manque en fait de compréhension de la techno sur les deux niveaux fait que des fois on va avoir un projet qui va être un objectif parce qu'on en a entendu parler, mais en fait en réalité c'est pas du tout possible et on se retrouve avec des équipes qui savent pas trop quoi faire de ces éléments. Ensuite, la question qu'on va aussi se poser, c'est est-ce que la technologie elle est assez mature? Comment on fait pour l'utiliser? Comment on fait pour la mettre en œuvre? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires? Est-ce qu'on a la compréhension nécessaire? Donc ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent.
Et enfin, on a aussi des fois la volonté qui sont poussées aux chefs de projet de traiter directement des sujets très stratégiques avec l'IA. Mais on va avoir des chefs de projet qui sont pas sûrs d'avoir compris exactement les implications de ce projet-là et qu'est-ce que surtout ils vont découvrir et lever comme loup en creusant le projet avec une technologie qui est peut-être pas forcément adaptée pour ça. Et est-ce qu'ils vont être en mesure de bien pouvoir conseiller la direction sur les étapes à suivre quand c'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément trop. Donc là, on a quand même beaucoup ici de phases, on va dire, d'incertitude et où on va en fait mettre des objectifs sur des technologies qu'on ne comprend pas très très bien. Et enfin, on a le cas des freelances ou des agences IA, il y en a de plus en plus, où on va avoir en fait des fois des demandes de clients qui arrivent avec des sujets très précis. Et quand on manque un petit peu d'expérience sur le sujet, on va avoir tendance quand même à dire oui assez rapidement parce qu'on veut absolument satisfaire le client. Alors qu'en fait, si on avait creusé un petit peu le sujet avant, on serait rendu compte qu'en fait, il n'était pas du tout adressable actuellement avec la technologie comme on l'a, ou en tout cas qu'il y avait peut-être à faire complètement différemment. Et enfin, on peut aussi avoir des demandes qui peuvent être plus ou moins légitimes, mais on va être hors de sa zone de confort en termes de livraison du projet et de mise en œuvre. Et là, en fait, on aborde des projets sans même être trop sûr de ce qu'on va devoir mettre en place et est-ce que si c'est réellement faisable ou pas. Et ça arrive bien plus souvent que vous ne pourriez le croire. Souvent, ça vient de la partie, et désolé si c'est votre cas, mais de la partie commerce, où en fait on surpromet à un client et après on se retourne avec des équipes techniques qui doivent gérer ça, alors qu'en fait c'est pas du tout raisonnable, pas du tout réalisable. Ou en tout cas très difficilement, et on met toute l'équipe un peu dans le jus. Et aussi accepter des budgets qui sont pas du tout adaptés pour le genre de projet qu'on veut faire parce qu'on les a mal dimensionnés, parce qu'on les a mal cadrés, mal cernés. Alors quels seraient les tips pour ces différents personas ? Alors déjà j'en ai parlé pour la partie des dirigeants. Sur la partie des chefs de projet, je dirais que c'est absolument nécessaire de comprendre les couches fondamentales de la technologie. Ça évolue très très vite. Et en fait, ça va vous permettre de développer, moi, ce que j'appelle le radar anti-bullshit. J'ai une petite anecdote là-dessus. Quelqu'un avait posté que les racks maison, c'était complètement terminé puisque maintenant, on avait des connecteurs OneDrive ou Google Drive dans OpenAI et qu'il n'y avait plus qu'à mettre un modèle de raisonnement dessus et puis ça allait tout régler. Ça, c'est un manque de compréhension des couches fondamentales. Quand on sait où est l'état de l'art de la technologie, et ça va aussi nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on peut adresser, qu'est-ce qu'on ne peut pas adresser. Ensuite, l'autre petit tip, ce serait de recentrer les échanges autour des problèmes qu'on a réellement dans l'entreprise, mais pas de ce que la technologie, ce que la technologie dans la hype, dans ce qu'on entend, elle est capable de faire ou pas capable de faire, et essayer de reproduire la même chose. L'idée, c'est de repartir sur les problèmes qu'on a réellement, et vous allez voir pourquoi après, je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, c'est plutôt adopter une stratégie des petits pas. On va voir en fait que cette stratégie de on fait simple, peu complexe, mais très rapidement et on en fait plus, en fait, va permettre une montée en compétence de toutes les parties prenantes. Et en fait, sur le long terme, va faire que vous serez beaucoup plus loin en termes de votre transformation grâce à l'IA. Savoir analyser rapidement une problématique, comprendre l'environnement tech de manière pointue. Donc, c'est l'environnement tech, souvent c'est le sien aussi. Comprendre son système d'information, les outils qui sont déployés, la data, mais également autour des solutions qu'on va mettre en œuvre. Savoir bien qualifier un projet, qu'est-ce qui est un bon projet pour commencer l'IA, qu'est-ce qui n'est pas un bon projet pour commencer l'IA. Et enfin, la partie PPT, donc People Process Tool, que beaucoup de chefs de projet connaissent. Je rajouterai simplement la lettre D pour data, parce qu'en fait, on a aussi la data qu'on veut mapper, on veut savoir comment elle circule, de quel outil elle va, vers quel outil elle va, on veut savoir comment elle est faite, comment elle est structurée, et qu'est-ce qu'il va y avoir besoin de faire sur cette donnée pour qu'on puisse l'utiliser et la rendre accessible à l'IA. Et enfin, pour moi, le plus important, c'est un peu dans l'ADN de mon approche aussi, c'est être garant d'une approche qui soit héroïste. On a beaucoup de projets qui ont échoué, donc plus de 90% des projets IA ont échoué, ce qui forcément pose un problème en termes de rapport
risque-coût effort qui n'est pas équilibré. Et donc, on va avoir des entreprises qui vont stopper les initiatives par manque de ressources, par manque de compréhension de la techno ou par manque de confiance dans les partenaires avec lesquels ils ont travaillé. Donc, tout ça, ça ralentit la transformation des entreprises. À ce stade, si on ne règle pas rapidement le problème, on se retrouvera en 2035 avec les mêmes problèmes en se disant comment on va transformer les entreprises françaises grâce à l'IA, alors qu'en fait, ce n'est pas des problèmes liés à l'IA, ce n'est pas des problèmes technologiques, c'est souvent des problèmes un peu plus on va dire, de bon sens paysan. Et je vais essayer de vous donner des éléments à partir de maintenant pour que vous puissiez faire partie des projets qui réussissent plutôt que le contraire. Alors déjà, quand on se pose la question de par où commencer, il faut déjà comprendre en fait dans quel cadre on évolue. Mais surtout, c'est quelle est notre grille de lecture qu'on doit développer pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit aller chercher pour commencer avec les projets IA. Déjà, on a 2 gros pans, on va dire, d'innovation. L'amélioration opérationnelle sur nos propres process qui nous permettent de délivrer nos services et nos produits, où on a les nouveaux services et des projets stratégiques. Donc ils sont un peu les deux, je les ai mis volontairement à l'opposé du spectre parce que c'est pas du tout les mêmes stratégies d'innovation et c'est pas du tout les mêmes risques non plus. Ensuite, quand on parle d'IA générative, on va avoir, selon les cas d'usage qu'on va traiter, soit une technologie à mettre en œuvre qui est mature, soit on va être sur de l'innovation plus avancée, avec potentiellement des questions à répondre pendant le projet pour savoir si on peut réellement l'adresser, s'il y a des verrous technologiques ou pas, mais dans lequel il n'y a pas ou beaucoup moins de précédents. Et on va souvent d'ailleurs retrouver une volonté de faire en premier des projets stratégiques qui en fait sont beaucoup plus de l'innovation avancée où on a un besoin tech beaucoup plus important que de la techno qui est mature. Ce qu'il faudrait viser en soi sur ces premiers projets IA, parce qu'on veut enlever le maximum de complexité, l'objectif ici c'est de montrer rapidement l'impact, c'est de convertir aussi les équipes et les personnes à l'intérieur de l'entreprise pour adopter cette technologie et un peu mettre le pied à l'étrier pour enclencher une transformation. À mon sens, l'idéal c'est quand même de se concentrer dans cette zone-là. On va partir sur des cas d'usage assez reconnus, où la techno elle est mature, sur des problèmes qui sont, oui, des fois peut-être moins sexy, qui semblent avoir un moins de potentiel de transformation, mais qui peuvent nous apporter un retour sur investissement rapide et une mise en œuvre rapide et beaucoup moins cher. Plus on va vers de l'innovation, plus les projets vont coûter de l'argent et plus ils vont prendre du temps. Et en fait, quand on commence les projets IA, on n'a pas forcément envie d'être dans cette zone-là où on va avoir des projets qui vont durer 18 mois, où on va avoir plein de problèmes et on ne sera toujours pas en mesure de montrer le moindre résultat ni de savoir pourquoi on est en train d'échouer. Pareil sur la partie côté nouveaux services ou projets stratégiques, je dirais ici que ce qu'on a en plus, qu'on a beaucoup moins ici, c'est de l'incertitude. L'incertitude pourquoi ? Parce que qui dit nouveau service dit en général chercher aussi trouver un business model, donc il y a beaucoup plus de questions à répondre. On ne sait pas si les utilisateurs clients vont l'adopter ou pas. On engage son image et sa marque aussi puisqu'on va le communiquer avec ses clients, etc. Bon bref, il y a beaucoup plus d'incertitudes sur cette partie-là. C'est pour ça que pour moi, la zone cible, elle reste quand même ici. On peut avoir des sujets d'amélioration opérationnelle qui touchent aussi des clients. Notamment par exemple des projets de support de rang 1, des choses assez simples. Ça bien évidemment on peut l'inclure dans des projets qu'on pourrait faire en premier pour mesurer l'impact. On est aussi sur de l'amélioration de services, de process qu'on connaît déjà. Ce qu'il faut comprendre sur la partie de ces projets-là, c'est que plus on va avoir de besoins en innovation, donc besoin en innovation de rupture parce qu'on crée quelque chose de nouveau ou on crée quelque chose sur lequel il n'y a pas d'équivalent tout de suite ou dans lequel il n'y a pas de choses qu'on peut réutiliser. Plus on va avoir de besoins en innovation, plus on va avoir un projet qui coûte et qui dure longtemps. Et ça c'est pareil, quand on commence, on a envie de rester en fait dans un cadre
où on est capable de mesurer et d'itérer assez rapidement avant de passer aux étapes d'après. Autre problématique en termes de grille de lecture sur la façon d'innover, puisqu'on n'a pas les mêmes stratégies. Je ne vais pas trop parler des nouveaux services, parce qu'on a vraiment des stratégies d'innovation assez particulières en fonction de est-ce qu'on est sur son cœur de métier, est-ce qu'on est sur sa zone d'influence ou est-ce qu'on veut aller chercher des nouveaux marchés. Il y a des stratégies assez codifiées aujourd'hui qui marchent très bien, mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, si on reste nous sur la partie amélioration opérationnelle, une fois qu'on a bien défini notre problématique et qu'on sait de quoi elle est composée et comment on va l'adresser, se pose la première question, à savoir, est-ce qu'on fait la solution nous-mêmes ou est-ce qu'on achète la solution ? Dans quel cas on fait du make, dans quel cas on fait du buy ? Bien sûr, il n'y a pas de vérité absolue, je vais vous donner je vais faire une généralisation. On va faire du buy quand c'est une technologie qu'on sait qui est mature pour la problématique qu'on veut adresser. Et en priorité, on va regarder s'il n'y a pas des produits sur étagère. Pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup moins cher. On a souvent des produits qui vont être beaucoup plus plug and play, qu'on va pouvoir mettre en œuvre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et on peut aussi acheter du custom. Et là, entre le custom se pose la question entre est-ce que c'est du make ou enfin est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait faire ? Et là, j'ai envie de dire, il y a plusieurs solutions. Bon, soit vous n'avez pas la compétence en interne, et dans ces cas-là, c'est assez vite réglé. Vous pouvez aussi décider de prendre la compétence en interne, mais il faut le justifier sur plusieurs projets. Hein. Ça, c'est assez logique. Sur la partie make, par contre, on a notamment avec l'arrivée des outils no-code et la baisse des barrières à l'entrée sur la partie technique, on va bientôt avoir de plus en plus de métiers qui vont pouvoir en fait commencer à mettre en œuvre des solutions IA grâce à des plateformes no-code et le faire eux-mêmes. Et ça sera super bien pour pouvoir itérer assez rapidement et le faire en fait à moindre coût de manière un peu plus pragmatique. Dans quel cas faire du custom ? Dans le cas où en fait on a besoin de ramener la logique métier dans sa solution. Un bon exemple de ça, mais il y en a plein, hein. Ça va être par exemple le RAG, le fait de travailler avec sa propre documentation. Soit c'est des documentations assez légères, assez transverses, et dans ces cas-là, on va trouver en fait sur le marché en solutions sur étagère des solutions qui vont très bien fonctionner. Ça pourrait être du Dust, ce genre de choses. Par contre, quand on va être sur des problématiques beaucoup plus pointues, un peu plus précises ou avec des gros volumes de données, ces outils sur étagère vont rapidement montrer leurs limites. Et là, par contre, ça vaudra la peine et le coût de développer une solution sur mesure pour son besoin métier. Un autre sujet que j'entends énormément, c'est la confidentialité et la sécurité. Ça, c'est un gros sujet avec l'IA. Et c'est quelque chose que je voulais absolument aborder puisque je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en statu quo ou qui ne voient pas le jour à cause de ça. Et la façon de le représenter, c'est si votre cas d'usage a un gros besoin de performance, donc on va dire ici on a je sais pas moi, O3, on a Claude 4. Si on a un gros besoin de performance, on va trouver les modèles les plus avancés et les plus gros modèles. Mais la réalité, c'est que plus on va avoir besoin de confidentialité, plus on va devoir du coup restreindre l'accès via le cloud, ce qui est normal, mais plus aussi on va baisser en performance, puisque ici on va pouvoir faire tourner que des modèles assez légers, on va retrouver du Llama, on va retrouver des modèles de Mistral, etc., qu'on peut faire tourner en local. Ça peut être très bien pour pas mal de cas d'usage qui ne sont pas très consommateurs de performance, de ressources. Et moi, en fait, mon conseil là-dessus, puisque là, pour l'instant, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, c'est de sélectionner en fait des projets qui se trouvent à l'intérieur de la courbe. Soit on a besoin d'un faible niveau de performance et d'un haut niveau de confidentialité, on va plutôt se rapprocher du full on-premise, cloud privé, modèle léger, etc. Soit on a besoin d'un gros modèle de performance et dans ces cas-là, on va essayer de rester dans la partie où on n'a pas du tout de confidentialité. Il se trouve que beaucoup de projets stratégiques se trouvent ici.
on a besoin et de forts niveaux de confidentialité et de forts niveaux de performance. Beaucoup de projets IA aujourd'hui échouent simplement pour cette raison-là. Mais sauf qu'on se rend compte trop tard de l'inadéquation entre le besoin de performance qu'on a et le besoin de confidentialité, et qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas réellement de solution pour pouvoir adresser ces problèmes-là. Donc là, la seule chose à faire, c'est attendre plusieurs choses, soit que les modèles deviennent plus légers pour les mêmes niveaux de performance, moins consommateurs, etc. Et auquel cas, on pourra toujours les faire tourner sur nos serveurs privés, soit avec demain peut-être des nouveaux protocoles de sécurité ou toute autre chose qui permettrait en fait d'accéder à ces modèles-là sans se poser trop de la question de la confidentialité de la donnée. Mais voilà, moi mon conseil c'est de rester là-dedans. Et pour savoir ça, il est très important de bien étudier le problème avant de lancer un projet, de savoir de quelle brique technologique on va avoir besoin et de quel niveau de performance on va avoir besoin. Et ça, on peut le tester en amont. Il y a bien évidemment à la marge des petits hacks. Je vais en donner qu'un pour l'instant. Ça ne s'applique pas pour tout, mais dans certains cas, ça s'applique et ça résout pas mal de problèmes. On peut utiliser un principe des fois de table de correspondance où en fait on va garder notre donnée confidentielle dans une table qui va être hébergée en privé, en local, peu importe, avec les données confidentielles. On va avoir une clé de jointure ou un ID qui va nous permettre en fait de faire le lien avec une autre table, qui va ici concentrer en fait toutes les informations sur lesquelles on veut faire de l'inférence avec l'IA, donc dans lesquelles on veut lui poser une question, et qu'on sera en mesure de pouvoir réconcilier grâce à cet ID, toujours pareil, en local. Donc là, ce serait une approche un peu hybride où on fait l'inférence via API et on reste dans un environnement fermé pour la partie table. Ça marche bien évidemment si les questions qu'on pose à IA ou les réponses qu'on attend ne sont pas basées sur les aspects confidentiels de la donnée. Mais voilà, ça peut être un petit hack et il y en a d'autres. Alors quand on commence un sujet IA, au début on s'imagine qu'il y a une montagne de choses à faire, déjà de comprendre comment l'IA fonctionne, de quoi elle est composée, où c'est qu'on peut le mettre en place, comment l'adopter, etc. Mais plus vous rajoutez de faux mots par-dessus, plus en fait cette montagne, elle grossit, et plus ça décourage et on ne sait pas par quel bout le prendre et quoi faire. Aussi, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que plus on prend un sujet stratégique comme premier projet IA, parce qu'on sait que ça va être un différenciant ou parce qu'on se dit que ça va avoir un fort impact ou sur nos revenus, sur nos clients, sur notre réputation. En général, c'est des projets dans lesquels on va investir beaucoup de ressources, argent, humain, etc. Et c'est des projets qu'on va faire démarrer très vite, mais qui vont aussi se crasher très très vite. Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est une technologie où on ne comprend pas bien les tenants et les aboutissants. Du coup, on n'est pas capable nécessairement de bien cibler ce dont on va avoir besoin, qui seront les mieux placés pour nous accompagner à aller au bout, ni même si nos choix technologiques sont les bons. Alors que si on prend des stratégies de petits pas, certes, on va avoir des projets un peu moins sexy, avec peut-être un peu moins d'impact au début, mais qui vont coûter beaucoup moins cher, qui seront plus rapides à mettre en place, où la techno elle est mature. Et en fait, vous allez faire monter en compétence tout le monde dans la compréhension de l'IA, de ses limites, de ce qu'on peut faire. Vous ferez beaucoup moins d'erreurs de projets qu'il faut démarrer et de projets qu'il ne faut pas démarrer. Et en finalité, en bout de course, si on estime que ici, c'est l'entreprise B et que ça, c'est l'entreprise A, ici, vous faites partie des 42% de boîtes qui ont arrêté leur initiative IA parce qu'en fait, ils se sont brûlés les ailes avec un projet trop stratégique. Peut-être pas tous, mais en tout cas, c'est sûr que pour beaucoup, ça doit être le cas. Versus des entreprises qui ont pris la stratégie des petits pas. Mais si on fait un fast-forward à plus 3 ans, on va avoir une entreprise qui est beaucoup plus avancée, beaucoup plus transformée. Si je dois résumer sur les bonnes pratiques pour les premiers projets, je dirais prenez un problème qui soit dur. Donc dur pour douloureux, urgent et reconnu par les utilisateurs et par l'entreprise.
Ensuite, il faut que l'impact de ce problème il soit mesurable ou à minima estimable. On va chercher rapidement à faire des quick wins. Donc ça aussi, vous l'entendez beaucoup. Maintenant, c'est devenu un mot à la mode. Il faut faire des quick wins, il faut faire des quick wins. Et en pratique, il y a plein de projets qui sortent, c'est pas des quick wins. C'est quoi un quick win? C'est une problématique clairement définie, douloureuse, assez simple à résoudre, où la technologie est mature, où il n'y a pas de verrou du coup technologique, qui est facile à mettre en place et qui coûte pas cher. Ça, c'est un quick win. Et l'idéal, c'est de commencer de 1 à 3 quick wins pour se faire la main, pour bien comprendre la techno, pour que tout le monde développe sa grille de lecture sur la technologie, sur ce qu'on peut réellement en faire. Ça va aussi être une super bonne gymnastique pour les dirigeants parce que du coup, vous allez développer une meilleure vision de comment arbitrer ces sujets-là. Ne pas mettre dans les scopes de projet d'intégration au système existant. Donc là, on ne veut pas d'intégration dans les CRM, les ERP et tout ça. Vous allez rajouter de la complexité pour rien au projet. Et moi, j'ai vu énormément de projets mourir, pas parce que le projet n'était pas bon, pas parce que la solution n'était pas bonne, mais parce que tous les problèmes venaient de l'intégration. Il y avait pour la moitié de ces projets-là aucun intérêt à faire une intégration. C'était juste un prérequis d'une politique SI, mais en fait, ça n'avait aucun intérêt. Et c'est là où on va trouver beaucoup de complexité, beaucoup de problèmes de gestion du legacy, etc. Ne pas utiliser de données confidentielles dans ces premiers projets IA. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Pas besoin d'aller plonger tête baissée dans les endroits où on a de la donnée client, où vous avez de la donnée de votre ERP, où vous avez des choses très sensibles. Un cas d'usage où la réponse de l'IA n'est pas critique. Je vous donne un exemple de qu'est-ce qui est critique. Un des projets qu'on a déployé, c'est un assistant diagnostic de panne sur des catamarans. Si jamais l'information qui est donnée est fausse, puisqu'on peut avoir des hallucinations avec les LLM, et que le client met le feu à son bateau, déjà qui est responsable, mais surtout il n'y a pas besoin de beaucoup de cas pour que ce soit assez dramatique. Donc là, il n'y a peut-être pas de données confidentielles, mais l'impact de la réponse est critique. Donc ça, on va éviter aussi sur les premiers projets. Et pour éviter ça, parce que des fois c'est le cas et on en a besoin, on oublie souvent la brique de garder un humain dans la boucle pour valider et vérifier les réponses de l'IA. Ça va nous faire déjà gagner énormément de temps sur toutes les choses qu'on n'a pas à produire, mais il faut quelqu'un qui ait la compétence pour pouvoir juger si la réponse elle est juste ou pas dans ces projets. Ça pour moi c'est des impondérables. Et ensuite, il faut aussi avoir en tête qu'il faut réconcilier en fait deux besoins qui sont différents. Ça, j'en entends pas parler très souvent, donc c'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui. C'est qu'en fait, quand on parle d'adoption, de projets qui vont au bout, qui sont déployés, et des projets qui finissent pas au cimetière, c'est qu'en fait, on a plusieurs besoins à résoudre. On a les besoins de l'utilisateur, mais on a les besoins de l'entreprise, les besoins business. Un utilisateur, pour adopter une solution de manière pérenne, et là, je sais que ça va être un peu clivant ce que je vais dire, mais en réalité, moi, quand je regarde sur tous les projets qui ont réussi, on a souvent en fait ces trois éléments, pas juste un des trois. Il faut que la solution qu'on mette en place soit plus facile pour faire la tâche qu'on faisait avant, que ce soit plus rapide et que ce soit plus efficace. Si vous arrivez à rassembler ces trois éléments, déjà, vous avez sécurisé énormément pour la partie adoption utilisateur. Et c'est derrière un plus facile, plus efficace, plus rapide qu'on va parler d'expérience utilisateur, de parcours utilisateur, etc., etc. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'un projet aille au bout. Il faut aussi qu'on réponde aux besoins business, c'est-à-dire un projet qui soit rentable. Et quand on parle de premier projet, il faut qu'il soit rentable rapidement. Il faut que ce soit un projet qui ait de l'impact. Il faut que ce soit aligné avec la stratégie. Si possible, que ça crée des effets de levier, mais ça, c'est pas obligatoire. Mais surtout que la solution soit adoptée. Et pour que la solution soit adoptée, il faut répondre à ces besoins-là. J'espère avoir été suffisamment clair sur ces différents éléments. Si vous avez des questions ou si vous avez même d'autres visions, je serais ravi de les partager avec vous en commentaire. Et je me ferai un plaisir de faire une prochaine vidéo là-dessus.